Donc, tout d'abord, merci Hélène et merci G3N pour cette invitation à intervenir. À propos du rôle des ONG dans la conservation des cétacés. Donc, rapidement, pour vous présenter Souffleurs d'écume et ce sur quoi on travaille. Donc, nous sommes une association et on a deux grands volets d'action. Parmi d'autres, mais les principaux vont être sur les collisions entre les grands navires et les cétacés. Je ne reviens pas sur le système REPSET, on vient d'en parler. Donc, il a été créé par Souffleurs d'écume il y a plusieurs années. Et effectivement, il est en vigueur, enfin, il est rentré dans la loi en 2016. Ensuite, on a le deuxième grand volet d'action qui s'avère être sur le tourisme baleinier, ce qu'on appelle le whale watching. Philippe vous en a parlé un peu avant. Souffleurs d'écume a créé le label, la certification High Quality Whale Watching, qui a été déposé par l'accord intergouvernemental qui est la COBAMS en 2014. Donc ce label certifie les opérateurs de whale watching qui ont été formés et qui s'engagent à avoir une approche respectueuse des cétacés, donc qui consiste à respecter le code de bonne conduite qui a lui été édicté par le sanctuaire Pelagos. Voilà, donc nous on certifie ces opérateurs-là qui s'engagent également à avoir d'autres actions qui sont respectueuses de l'environnement, par exemple le tri des déchets à bord quand c'est possible. On va aussi avoir des actions de sensibilisation qui sont plus secondaires mais qui sont quand même existantes et essentielles. Donc je vais pas trop m'étendre sur les actions en soi, je vais plutôt vous parler de notre façon de travailler, de notre façon d'agir et de comment on voit et comment on applique au quotidien la conservation des cétacés. Donc nous on fait ce qu'on appelle du management de l'environnement. Donc le management de l'environnement c'est assez vague comme notion. Ça va consister en plusieurs choses, entre autres. Je vous ai mis des petites illustrations. Tout à l'heure, ce matin, on a vu Julie par exemple qui nous parlait du rôle du GSM dans le réseau échouage. On a vu G3N qui parle plus, qui a le côté très scientifique. Il y a eu les institutions également qui sont intervenues et qui ont montré leur rôle. Mais au final, tout ça, on ne va pas vraiment le faire, pas en tant que tel du moins. André Grosset tout à l'heure me disait qu'il nous imaginait nos souffleurs d'écume en permanence sur les bateaux. Et en fait, non, on ne fait pas ou peu de terrain. On va en faire un petit peu, mais vraiment de façon limitée. La recherche scientifique, on participe, on prend part entre autres au projet Interact, par exemple, qui vous a été présenté ce matin. Mais on ne fait pas de suivi de population, on ne fait pas de suivi d'abondance, etc. Et les institutions, nous ne sommes pas une institution, donc nous ne sommes pas décideurs en tant que tels. En fait, ce qu'on va faire, nous, c'est un peu essayer de mettre tout ça en lien. Voilà, je vous ai mis carrefour entre gestionnaires professionnels, décideurs grand public et scientifiques. En fait, on essaye effectivement de mettre en lien toutes ces personnes à travers nos actions, que ce soit les décideurs, les professionnels, les scientifiques, voilà, le grand public avec la sensibilisation. Comment on fait ça? On va le faire en essayant de fédérer tout ce petit monde. C'est-à-dire que nous, notre maître mot, si je puis dire, ça va être la concertation pour prendre des mesures concrètes de conservation. Donc, on n'est pas seul, vous l'avez vu depuis ce matin, tout le monde intervient, tout le monde se connaît, on est tous en lien les uns avec les autres. Nous, c'est vraiment notre façon de travailler, de voir les choses. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait de toute façon tout seul dans notre coin. Et ce qui nous permet donc, de prendre de vraies mesures de conservation. Et surtout, on va avoir un rôle d'accompagnement, que ce soit des professionnels, principalement les professionnels, pour les accompagner au mieux. Voilà, Philippe vous a parlé tout à l'heure de son activité de whale watching. Ils sont très impliqués dans la protection de l'environnement, effectivement. Ils ne peuvent pas faire ça tout seuls, on ne peut pas faire ça tout seul non plus. Donc on va être là pour les conseiller, les accompagner. Je vous ai mis un panel de mots que je pense sont indispensables à notre travail. En tout premier, concertation, c'est ce que je vous disais. Nous, on va essayer de voir les besoins des personnes avec lesquelles on travaille, des personnes qui font de la conservation. On va essayer de les mettre en lien avec les décideurs, par exemple, avec des scientifiques, de savoir ce qui est faisable, ce qui est possible, ce qui est envisageable, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc par les discussions, sensibilisation et échange. J'ai mis formation aussi parce que je vais vous
expliquer juste après deux exemples de mesures concrètes que nous, on met en place. Donc la première, ça va être au niveau des opérateurs touristiques et donc des opérateurs de whale watching. Le label, dont vous voyez le logo là-bas, c'est donc un label qui certifie les opérateurs qui ont une approche respectueuse, qui s'engagent à un certain nombre qui ont un certain nombre d'engagements à respecter à travers la signature d'un cahier des charges. Le label, pour qu'il soit attribué à une structure, doit passer les salariés, le personnel de cette structure doit être formé. C'est sous faire d'études qui assure cette formation. Donc c'est une formation sur 3 jours où il y a l'écologie, la cétologie, tout un tas de connaissances qui est indispensable aux opérateurs. D'une, parce qu'ils ont un discours pédagogique envers le public. Si ce discours n'est pas correct, malheureusement heureusement le public c'est l'éponge sur un bateau. Malheureusement si le discours n'est pas le meilleur discours, le public ne va pas forcément s'en rendre compte. Et c'est à ce moment-là qu'il faut que l'opérateur sache de quoi il parle. La plupart le savent, mais donc c'est pour ça qu'on fait cette formation. Donc je vous ai mis donc, à la destination des professionnels du tourisme, ça vous l'aurez compris. Ce qui est intéressant dans ce travail-là, et ce qui me paraît presque le plus important à travers le label, c'est que le public, le grand public, est la dernière cible de ce label. Voilà, le public c'est une éponge sur un bateau. Il faut qu'ils aient les bonnes informations. Et ce qui est assez incroyable, c'est que vous sortez d'un bateau de whale watching, les gens ont des étoiles dans les yeux s'ils ont vu des dauphins et des baleines. Et en plus, ils ont retenu particulièrement beaucoup de choses. Donc il faut les respecter, il faut avoir une approche pas trop intrusive, sinon ça fait du tort aux populations. J'ai mis encore échange et concertation régulière, parce qu'on n'est pas juste là pour dire écoutez-nous, nous on sait tout. Voilà, c'est pas ça. Nous on est à l'écoute des professionnels avec lesquels on travaille. On cherche à savoir ce dont ils ont besoin, leurs connaissances, ce qu'il faut leur apporter au niveau de ces connaissances-là. Et on est aussi un appui s'ils ont besoin d'outils pour faire au mieux leur activité. On est là pour ça. Le cahier des charges du label également est évolutif, c'est-à-dire qu'il n'est pas fixé. On organise régulièrement des tours de table, des discussions pour savoir s'il y a certaines clauses qui sont trop restrictives, trop strictes, si d'autres sont trop laxistes, au contraire, ce qu'ils en pensent eux au quotidien. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire faites ci, faites ça. Les populations, si le whale watching est mal fait, ça a un impact négatif, donc faites les choses correctement. Ça ne peut pas marcher à sens unique. C'est pour ça qu'on est vraiment à l'écoute et dans l'échange en permanence avec ces professionnels qui sont très volontaires dans cette démarche. D'ailleurs, c'est une adhésion volontaire à la marque Aquality Whale Watching. On a aussi, je vous parlais des collisions donc avec REP7. Dans le cadre des équipements de REP7, on fait des formations, là aussi au niveau des professionnels. Ça va être un autre type de public professionnel. Ce sont soit le personnel navigant, qui est en mer tous les jours, soit les étudiants. On va avoir deux formations à destination de ce public-là. Je vous ai mis un public, touche un public moins accessible, pas forcément un public moins sensible, pas forcément un public moins à l'écoute, mais c'est un public qui n'a pas forcément cette démarche-là de base, tout simplement parce que dans leur formation et dans leur vie au quotidien, ils ne vont pas forcément aller vers la protection des cétacés en particulier. C'est-à-dire que nous, on embarque pour tous les bateaux qui s'équipent du système REP7, on embarque en bassal, vous avez une photo ici, pour former l'équipage à la reconnaissance des cétacés. On est pas mal accueillis, au contraire, on est la plupart du temps, même tout le temps, très bien accueillis, tout simplement parce que ce sont des personnes qui ont choisi de vivre, de travailler sur la mer, donc ils ont un certain amour de cet environnement, mais ils n'ont pas forcément la possibilité dans leur quotidien, d'appliquer des règles de conservation. Là, ça leur donne cette possibilité-là, donc ils sont très contents en général de nous voir débarquer pour qu'on en apprenne plus sur les cétacés, plus sur l'écologie, plus sur le milieu marin en général.
C'est un public très à l'écoute, qui a malheureusement des contraintes commerciales, ça on le sait. Donc c'est une façon différente d'approcher la chose, on ne peut pas leur demander de dérouter, on ne peut pas leur demander d'arrêter un bateau parce que sur F7, il y a la présence d'un navire qui a été... la présence d'un cétacé qui est indiquée. On fait aussi des formations à l'ANSM, donc au niveau des étudiants, donc là encore un autre public, ce sont des étudiants et qui vont être toujours très contents d'être en cours, mais pareil, ils ont un certain amour de la mer, qui fait qu'ils sont la plupart du temps très contents d'avoir des infos. Et je crois que j'ai fini. Je vous remercie.